Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Allô. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce... combien on a perdu le compte déjà, 185e SNC déjà, ça fait déjà beaucoup, mais quand on aime on compte pas. On est le 18 août 2025, c'est ma rentrée scolaire à moi. C'est moi qui vous retrouve ce soir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, et en plus on en parlait un petit peu en off avant l'émission. Pour une fois, ça fait longtemps, j'avoue que ça me fait plaisir. On va passer une émission entière à dire des choses positives sur la SS. Alors, de temps en temps, vous nous connaissez, on va peut-être piquer un peu ci et là. Mais en tout cas, la majorité va être positive. Et la dernière fois qu'on s'était quitté, c'était en Ligue 1 certes, mais avec un ton un peu plus tristouille. Donc ça va me faire du bien de voir du positif dans ce chat et autour de la table. Et j'ai la chance, pour ma rentrée, le chef m'a gâté, il m'a mis une Dream Team. On a la chance d'avoir notre parrain, ni plus ni moins que notre parrain, Timothée Mémon avec nous. Comment ça va, Tim ? Bonsoir pour ceux qui nous écoutent en live, bonjour pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça va très bien, on finit des week-ends invaincus, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai que des week-ends invaincus, sur les dernières années, à part l'année de la remontée, on n'a pas eu des masses, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison Tim, on le disait en off avant, ça fait plaisir en Ligue 2, mais en gagnant des matchs, et ça fait quand même du bien au moral. Il l'a dit, quand il a rejoint tout à l'heure le vocal, il a dit c'est un peu le régional, le local de l'étape, le gars qui était le plus concerné par ce match. Il va nous dire à quel point son petit cœur a battu ce week-end, à quel point il est heureux de cette victoire. C'est mon vieux Hervé, comment ça va Hervé ? Salut Kevin, salut Timothée, salut à tout le monde. Ben écoute, ça va très très bien. Local de l'étape, comme je te l'ai dit, mais bon, il n'y a pas photo dans mon petit cœur qui est effectivement abattu. Il n'y a pas photo, le vert l'emporte sur le code postal. Oui, après tout. On a une époque où on peut mettre n'importe quel département sur sa plaque d'immatriculation, donc ça veut plus rien dire tout ça. Oui, il n'y a plus de mais saison. C'est fini. Et enfin, au chat, j'avais dit c'est une Dream Team, donc c'est forcément quelqu'un de bien au chat qui va s'occuper de vous. C'est Colin. Comment ça va, Colin ? Bonsoir à tous, bonsoir, très flatté, écoute, de faire partie de cette Dream Team, comme tu dis. Comment ne pas aller aussi bien, en tout cas, avec cette victoire 4-0. Hâte de vous lire sur le chat de YouTube et de Twitch, évidemment. Et oui, on va passer une belle soirée, ça je vous le garantis, on est ensemble pour 1 heure et allez vers 21h45, Clem nous rejoindra pour son traditionnel point mercato. Je sais que pendant l'été vous aimez bien, alors que ce soit avant la trêve ou après, que Clem nous régale avec ses infos mercato. Il a quelques trucs à vous raconter, il me l'a confessé avant l'émission. Et je vous conseille de rester jusqu'au bout puisqu'il y aura de l'info de chez nos copains de Peuple Vert. En attendant, nous, on a un match à débriefer et on a des choses à dire. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Mais des belles choses. Alors, je vous jure les gars, je vais le répéter, mais ça me fait tellement plaisir. On a tellement morflé l'an dernier. Il a fallu des fois se surmotiver pour venir le lundi soir. Mais cette fois-ci, pas besoin. On est content d'être là et de discuter tous ensemble. Alors, mon team, est-ce que tu as pu voir le match ? Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, bien sûr que j'ai pu voir le match. J'en ai pensé beaucoup de bien, comme beaucoup d'entre nous. J'ai beaucoup aimé l'expression offensive de l'équipe. On trouve effectivement ce qui semble être, et ce qui semblait d'ailleurs depuis le début être l'ADN d'Orneland dans un jeu collectif, voilà, très, très fluide offensivement. Je veux surtout pas avoir l'air d'un pisse-vinaigre en mettant un bémol d'entrée, mais le fait est quand même que sur ce match-là, la défense ne m'a pas rassuré. Les montants ont été touchés, il y a eu de la panique en fin de première période. Donc voilà, je ne veux absolument pas retenir ça à l'issue de cette rencontre. Je suis très heureux encore une fois de voir tous nos attaquants marqués ou presque sur l'ensemble des 2 premiers matchs contre Laval et contre Rodez. Très heureux notamment du dernier but qui collectivement est splendide. Mais pour moi, il reste un mais.
qui est le même à Laval et qui est le même sur ce match face à Rodez. Ça reste la défense qui, pour moi, n'est pas encore imperméable. Et voilà, je vous l'avais dit, on aura quand même ce souci de la perfection du détail, et c'est ce qui va nous faire du bien aussi ce soir. Hervé, toi, d'un point de vue assez global du match, est-ce que tu es sur la même ligne que Tim? Alors, je suis sur la même ligne, bien évidemment, très heureux de la prestation d'ensemble des Verts. Là où je rejoins Tim, effectivement, c'est que la défense n'a pas encore montrer autant de gages de sécurité, de sérénité que n'a pu montrer l'aspect offensif de l'équipe. Malgré tout, sur un match où effectivement on a tremblé un petit peu sur les 5-6 dernières minutes avant la mi-temps, avec un arrêt de Larsonneur, avec le montant trouvé, etc. Malgré tout, avec ces petites sueurs froides, c'est clean sheet à l'arrivée. On vient de vivre 2, 3, 4, voire 5 saisons où, avec la moitié de ces sueurs froides, on prenait 1 ou 2 buts. Là, on n'en prend pas. Donc, oui, toujours un petit peu inquiet ou en tout cas circonspect par rapport à l'imperméabilité de la défense. Mais en tout cas, sur un match où on ne rassure pas en défense, on ne prend malgré tout pas de but. Donc, ça participe au côté très heureux du match et à l'impression très positive que nous ont laissé l'équipe samedi soir. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de ce match, que vous étiez dans les tribunes ou devant votre télévision. Tim, j'aimerais bien que tu m'éclaires sur à quoi t'attribues cette... On va l'aborder maintenant, comme ça au moins ça sera fait, après on se concentrera sur le positif. Ouais. À quoi t'attribues cette fébrilité? Est-ce que pour toi c'est un manque d'automatisme? Est-ce que c'est quand même une fébrilité individuelle ou du dispositif dans sa généralité? Alors, il y a un peu de tout. Il y a d'abord une défense qui a été largement remaniée, et Dieu merci, parce que quand tu prends 75 buts dans une saison, je pars du principe que la saison d'après, tu ne dois avoir aucun élément de cette défense qui est réaligné. Or, on en a deux, Larsonneur et Nadé. Larsonneur, je suis convaincu que pour la Ligue 2, c'est suffisant. Nadé, j'ai regardé le programme, hein, et je sais que vous avez prévu de saluer sa performance. Si c'est lui qui doit être le patron de notre défense, je ne vais pas être rassuré. Par rapport à ce que dit Hervé, je suis d'accord sur le constat mathématique, statistique. Oui, on a souffert. Finalement, on ne prend pas de but, on a un clean sheet, c'est très bien. Mais on s'aperçoit que si on a face à nous une équipe qui est un petit peu plus réaliste, comme c'était le cas la semaine précédente face à Laval, eh bien, on en prend encore peut-être 2 ou 3. Et on arrive au même constat, et moi, c'est ça qui m'embête, et c'est ça qui m'a embêté après Laval. On arrive au même constat que l'année dernière, c'est-à-dire que la Saint-Etienne, pour gagner des matchs, doit marquer 3 ou 4 buts, parce que sa défense est coupable. Sur ce match face à Rodez, ça n'était pas nécessaire, on a été sauvé par les montants. Et puis, encore une fois, c'était très vrai en Ligue 1. On va tous apprendre un peu plus le niveau de la Ligue 2. Moi, je le suis de loin en loin. Je travaille quand même majoritairement sur la Ligue 1. Qu'est-ce que c'est Laval? Qu'est-ce que c'est Rodez? Qu'est-ce que sont ces deux équipes qu'on a affrontées? Est-ce que ce sont des équipes qui seront en haut, en bas de tableau? C'est assez difficile. On imagine bien que ce ne sera pas le tout en haut du tableau, ce ne sera peut-être pas le tout en bas. Donc peut-être que ça va amplement suffire. Et puis surtout, peut-être que cette défense largement remaniée va trouver ses automatismes, et je l'espère. Mais il est quand même urgent qu'on trouve une solidité. Ceci dit, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui veulent à tout prix faire des clean sheets. Pour moi, ce n'est pas du tout une obsession. Manifestement, ce n'est pas celle d'Orneland. Quand on décide de produire autant de jeux et d'être aussi offensif, on accepte aussi de s'ouvrir derrière. Donc moi, ça ne me dérange pas si on prend un but une fois de temps en temps. Ce qui m'ennuie, c'est que à Laval, on concède 3 occasions et demie, on prend 3 buts. Et que contre Rodez, à chaque occasion, à chaque situation adverse, on est à la limite de la rupture. On n'est vraiment pas loin. On serre les fesses très très fort. Donc c'est un peu ça. On est très vite en danger défensivement. Ça a tenu face à Rodez. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Peut-être que c'est le début d'une solidité. Il faut l'espérer. Mais on est toujours inquiet. Hervé, toi, tu attribues ce clean sheet plus à la fébrilité offensive de l'adversaire plutôt qu'à notre bonne prestation? Moi, je suis jamais, et c'est souvent évoqué lors du SNC, moi, je suis jamais pour
dévaloriser une victoire des Verts rapport à la faiblesse de l'adversaire. On a gagné parce qu'en face, ils étaient trop faibles. Moi, j'ai horreur d'entendre ça. Là, pour le coup, je rejoins Tim quand il dit qu'effectivement, le fait de prendre un but, ça dérange pas Orneland. Et parce que dans son état d'esprit, je pense qu'on part dans une idée de dire, pour gagner un match de foot, ben, on va mettre un but de plus que l'adversaire, plutôt que de dire, on en prend un de moins, même si à l'arrivée, le résultat est le même. Dans l'état d'esprit, dans la philosophie de jeu inculquée, on est diamétralement opposés. Maintenant, ouais, mais si l'adversaire en met 3, c'est dur, quoi. Eh bien voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que sur le match de Laval, on en prend 3, donc pour aller gagner le match, même si tu es avec un état d'esprit plutôt plaisant, il te faut aller en marquer 4. Là, face à Rodez, quand tu n'en prends pas, forcément, et en plus on en met 4, donc forcément c'est plus facile d'aller gagner un match quand tu ne prends pas de but. Maintenant, la défense, il y a des choses, je pense, qui vont être encore en réglage. Moi, ce qui me rassure un petit peu par rapport à la défense, Larsonneur, si j'avais été au SNC la semaine dernière, j'aurais été assez critique avec lui. Si j'avais été au SNC la semaine dernière, Nadé, j'aurais été très critique envers lui. Là, force est de constater que les deux gars se sont remis quand même la tête à l'endroit. Il y a eu quelques interventions de Nadé et un arrêt déterminant de Larsonneur qui font justement que pour la Ligue 2, par rapport à la Ligue 1, ben, Larsonneur est capable en Ligue 2 d'avoir un seul arrêt par match à faire et il va le faire. Là où en Ligue 1, il fallait qu'il en fasse 6 ou 7. Quoi. Exactement. Et il n'était pas capable de garder le but inviolé. Je suis retombé sur une stat de Larsonneur en Ligue 2 et avec Saint-Etienne. Il est quasiment à un match sur 2 sans prendre de but. Ouais, c'est pas mal, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même, oui, c'est même plutôt excellent. Donc voilà, à voir si ces réglages en défense vont se faire. L'apport des latéraux, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui a été quand même sur ce match-là assez notable. Il y a une espèce de sérénité malgré tout. On va dire que les instants de panique dont tu as parlé, Timothée, et qui sont réels sur le match face à Rodez, sont un petit peu moins importants, sont un petit peu moins longs. Ils existent quand même, ça fait partie des réglages à faire. Maintenant, avec le style de jeu d'Orneland qu'on commence à mieux apprivoiser, j'ai envie de dire que quelle que soit l'équipe qui coach, quel que soit l'effectif qu'il a à disposition, c'est au niveau de la défense où il va être le plus souvent en difficulté. À partir du moment où offensivement ça tourne d'entrée de jeu, 7 buts marqués en 2 matchs, par rapport à sa philosophie de jeu, voilà, l'attaque c'est son dada. On est encore une fois à 7 buts en 2 matchs. Je ne dis pas que tout est réglé offensivement, mais en tout cas, on a un petit temps d'avance là-dessus. Moi, ça me rassure puisque c'est offensivement que lui, c'est par l'offensive qu'il va vouloir avoir des résultats, avoir des performances et avoir les objectifs fixés par le club, quoi. Moi, je suis complètement aligné avec ce que dit Hervé et je trouve ça très intéressant, mais ça m'évoque deux choses. La première, c'est que moi, j'étais le premier, je suis tombé amoureux du Werder Brême à l'époque de Thomas Schaaf parce que justement, il disait le tout, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Si on en prend 4, il faut en marquer 5. Et j'adorais ça. À ce moment-là, moi, ça ne me pose pas de problème, mais que Orneland nous le dise. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'Orneland, depuis le début, il est arrivé avec cette estampille de coach offensif, à philosophie de jeu moderne et tout ça, mais je l'entends finalement assez peu nous parler de quels sont ses préceptes précis. Donc j'aimerais bien qu'il nous parle un peu plus à ce niveau-là. Et pour revenir à ce qui a été dit sur Larsonneur, moi, il y a encore une fois, je le dis, je suis convaincu que pour la Ligue 2, c'est amplement suffisant, mais on s'aperçoit quand même que Kilmer est en train de construire un groupe avec des prospects, des joueurs qui sont censés être ceux de l'avenir de la Saint-Etienne. Et si on imagine une montée, immédiate, ce qui n'est absolument pas garanti, mais ce qu'on espère tous, évidemment, et ben, le sujet du gardien de but, il va arriver très vite. Et je suis presque un peu étonné que ce sujet-là soit pas anticipé à l'image de ce qu'on voit avec des recrues comme Dufus, comme Hanan, que ce sujet soit pas anticipé dès aujourd'hui et qu'il n'y ait pas l'arrivée d'un gardien qui puisse être un jeune gardien, par exemple, qui apprendrait aux côtés de Larsonneur, ou alors un numéro 1 en puissance d'ores et déjà, quoi. Moi, je vais encore plus loin que toi, Timothée, pardon Kevin, mais vas-y. Moi, c'est sur le brassard donné et laissé à Larsonneur.
pour aller dans le sens de ce que tu dis, moi j'ai du mal à piger que Larsonneur Ça donne des signes du contraire. soit le capitaine de cette équipe-là. Gardien-capitaine, c'est déjà toujours un petit peu particulier. Et là, Larsonneur, comme tu le disais Timothée, au vu de la saison passée, même si tout ne lui est pas imputable, 77 buts encaissés. Moi, j'étais comme toi, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait la ligne défensive, j'en aurais gardé aucun. Et d'ailleurs, il en reste quand même très peu. Mais rien que le fait qu'il y ait le brassard, je sais pas, il y a une espèce de confiance qui est faite à Larsonneur qui, effectivement, pose question par rapport à d'autres postes où on s'embarrasse un petit peu moins avec des considérations vis-à-vis des joueurs. Louis Mouton a été gentiment invité à trouver un nouveau club, par exemple. Il y en a d'autres. Bon, voilà, moi, Larsonneur, effectivement, je trouve que c'est un cas un petit peu particulier. Alors, le marché des gardiens est de toute façon particulier. Est-ce que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le joueur gardien qui leur correspond à fond et qui se disent on va quand même mettre en confiance et tout miser sur celui qu'on a. Mais en tout cas, ouais, moi, effectivement, ça me questionne un petit peu. Moi, c'est surprenant parce que ça colle pas trop avec ce que le recrutement actuel nous montre par ailleurs c'est ça. sur les autres lignes. Et sur le brassard, je te rejoins. Bon, même si on peut, on va dire, laisser le brassard au plus ancien de l'effectif ou à un des plus anciens de l'effectif, même si c'est vrai que Tardieu serait une option. Je suis d'accord avec toi aussi sur le côté gardien. Capitaine, c'est quelque chose qui me posait pas problème avant, mais avec les nouvelles directives de l'arbitrage qui réaffirment le fait que seul le capitaine a le droit de parler à l'arbitre, bon, bah, c'est un peu délicat quand tu es devant la surface adverse de traverser 80 mètres pour aller parler à l'arbitre. Donc je suis assez d'accord avec ça, c'est assez étonnant. Assez étonnant. Ouais, après, former des jeunes gardiens à Saint-Étienne, ça fait longtemps que ça n'a pas marché quand même. En tant que... va chercher des gardiens en post-formation. Voilà, ils ont un système. Le fait est que Kilmer nous sort des profils qu'on ne connaît pas. Hein. Moi, je ne vais pas faire l'extraterrestre. Jabert, Hanan, j'en avais jamais entendu parler avant qu'ils arrivent sur les tablettes de Saint-Étienne. Dufus, j'en ai aucune idée. Donc, ils ont la capacité d'aller chercher ces profils-là. J'imagine que le logiciel a sûrement une petite croix à cocher GK pour goalkeeper, quoi. C'est possible, la data, le fichier Excel, la data, tout ça va se mettre en route, c'est sûr, à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va bouger. J'aimerais bien, avant qu'on continue le débat, et peut-être qu'on va trouver de l'inspiration, je n'en doute pas, auprès de ce que nous dit le chat sur ce match. Alors, il y a eu beaucoup de choses dit depuis tout à l'heure, et je ne doute pas, Colin, que tu vas nous abreuver de moult bonnes réparties de notre chat adoré. C'est ça. Ce qui revient avant tout dans le chat, c'est la fébrilité de la défense d'Eric Horneland. Thomas sur YouTube évoque que la défense n'est pas rassurante, qu'à chaque fois on se fait peur à cause de nous-mêmes, à cause de pertes de balles inutiles et de gestion de relance parfois compliquée. Le Babé Mathias sur Twitch évoque de son côté que le problème défensif, c'est le duo Lamba-Nadé, et il a déjà hâte que Bernard revienne. Mais globalement, on peut tempérer un petit peu, puisque certains évoquent, comme Bertrand sur YouTube, que les défenseurs doivent apprendre à jouer ensemble, qu'il n'y a que 2 journées, que c'est normal, que c'est encore perfectible. Ferreira, lui, est en tout cas encensé dans le chat. On est très content de son match. Et Sosigno 42 sur Twitch évoque, lui, que le problème défensif est plutôt lié à la façon et au fait que le milieu manque d'un pur récupérateur pour justement couvrir ces errances défensives. Incroyable. Après, moi, juste pour rebondir sur ça, je me permets, il y a quand même la plus grosse occasion pour Rodez. Alors, on peut tenser la défense, etc. C'est une perte de balle au milieu. La plus grosse occasion de Rodez, c'est une perte de ballon de Mouefek qui est juste devant ça. C'est Mouefek qui, en plus, pour le coup, n'est pas dans le rond central. Il est carrément dans l'arc de cercle de la surface, il est à l'entrée de sa surface de réparation. Donc, le fait de tenser la défense, il le mérite à des moments. Mais là, pour le coup, sur les 2 occasions et demie qu'ils ont eues, la plus grosse, c'est quand même Mouefek qui a toujours cette tendance à vouloir un petit peu trop croquer la balle et qui là perd un ballon. On ne peut pas l'imputer ça vraiment
à la défense ou à la philosophie de jeu. Là, c'est vraiment une erreur individuelle d'un milieu de terrain qui se retrouve devant la surface, qui tricote trop, qui se fait prendre, et c'est la frappe, je crois, qui atterrit qui touche la barre. Voilà. Donc la plus grosse frayeur qu'on a eue, ça vient quand même d'un milieu qui, en étant un petit peu en dézonage, par péché d'orgueil. Et je crois qu'il fait la même à Laval, si j'ai pas de conneries. Est-ce que c'est un péché d'orgueil ou est-ce que c'est précisément les préceptes, permettez-moi le néologisme, ornelandien? Ça fait presque un peu philosophique. Le courant ornelandien, le fameux. Le courant ornelandien, après le guardiolisme, voilà. Le courant ornelandien. Ouais, là, ça passe parce que c'est l'été, qu'on boit encore beaucoup de rosé, ça passe. Non, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça, cette volonté, justement, d'avoir des milieux qui veulent à tout prix ressortir propre plutôt que de mettre une grande chiche devant, au risque de perdre le ballon? Je sais pas. Mais oui, effectivement, sur cette occasion-là, on ne peut pas pointer du doigt directement la défense. Mais il y a quand même eu un certain nombre de situations de contre-offensive où tout d'un coup, la défense est sur le recul frein, l'adversaire est rapidement à proximité des 16 mètres, avec une défense de Saint-Étienne pas toujours très bien alignée, pas toujours très bien disposée, avec des milieux parfois tardieux qui vient faire le nombre. Voilà, mais encore une fois, on va peut-être passer au positif, parce que là, oui, ça fait quand même 20 minutes de négatif, comme si on avait perdu 4-0. En fait, on est tellement habitués, en fait. On a fait une saison à dire. On est rodé, c'est ça. Mais il va falloir, c'est comme Saint-Étienne, la défense de Saint-Étienne qui doit se roder. Nous aussi, on doit se roder à gagner des matchs et à dire des choses positives. On fait les vrais Français, on râle sur des choses, voilà. Ouais, français et stéphanois, alors ça fait deux occasions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. De râler. On va parler du positif parce que notre cher ami Colin, par le biais des remontées du chat, nous a parlé de Ferreira qui a fait un gros match aux yeux de beaucoup. Anan avait été assez intéressant à Laval et a montré aussi de belles choses ce week-end. On a un petit bémol sur la paire Lamba-Nadé, mais on espère le retour de Bernauer. Est-ce que pour vous, messieurs, il y a quand même des points de satisfaction que ces recrues qui ont été choisis pour relever le niveau et solidifier cette défense vous ont apporté? Je te laisse la main, Hervé, parce que tu es le dernier à avoir parlé. Et puis, est-ce que toi aussi tu attends Bernauer le retour pour amener un peu de différence dans cette charnière? Mais moi, là où j'attends Bernauer, c'est que je trouve qu'en termes de QI foot, il me semble un petit peu plus armé, un petit peu plus aguerri que ne l'est Nadé, qui lui va un petit peu plus compter sur des capacités physiques et d'impact plus vaillantes que Nana Bernauer. Et je pense que la charnière Lamba-Bernauer serait beaucoup plus complémentaire que ne l'est pour l'instant la charnière Lamba-Nadé. Donc oui, Bernauer fera partie de l'équation de la défense. Après, je pense qu'on peut faire confiance à Orneland s'il sent que Nadé finalement reste au club et un gage de plus de sécurité que Bernauer, il fera jouer Nadé. Maintenant, oui, moi j'ai hâte de voir Bernauer et Lamba ensemble, avec en plus les nouveaux latéraux qu'on a. Je trouve qu'il y a un QI foot et une sérénité qui se dégagerait de cette ligne défensive, bien plus importante et bien plus intéressante que ce qu'on a pu voir lors des dernières saisons. Oui, parce que Ferreira, il envoie un sacré bonbon pour l'ouverture du score. Ferreira envoie un sacré bonbon et il a déjà une passe décisive. Anan, en 2 matchs, a plus de presque passes décisives et de tentatives de frappe au but que n'en a eu Petro sur les 2 dernières années. Donc là, au niveau des latéraux, il y a clairement pas photo. Hein. Oui, sachant que Ferreira, si Anan lève mieux la tête à Laval, il doit en mettre 1 voire 2. Exactement. Sa rentrée. Donc toi, tu es plutôt convaincu par nos recrues, si je dois résumer, et tu attends quand même la charnière Lamba-Bernauer pour juger. Pour rebondir vite fait sur ce que tu dis par rapport aux recrues, c'est une des premières saisons où la plupart des recrues de l'AS Saint-Étienne peuvent débuter un match. Sur le 2e match de la saison, en termes de recrues, on a Lamba, on a Ferreira, on a Anan, on a Jabert.
on a Dufus. Ouais. Bon, voilà, je veux dire, il y a eu plein d'années où les recrues, elles arrivaient, elles étaient déjà pétardées et on ne pouvait pas compter sur elles avant le mois de septembre, voire le mois d'octobre. Oui, gros. Donc ça aussi, c'est quand même voilà, le point positif, quoi. Et d'autant plus que on en parlera tout à l'heure, mais c'est des recrues qui ont toutes, pour l'instant, démontré qu'elles avaient de belles promesses à nous tenir. Tim, toi, allez, pour finir sur la défense, pareil, est-ce que tu es convaincu quand même des profils et de ce qu'on aperçoit dans leur début de saison? Oui, je suis convaincu parce qu'on a sur les côtés. Chico Lamba, je suis bien incapable de vous dire ce que j'en pense, pour être franc. Sur l'ensemble de ce que j'ai vu, Il est pas j'ai si pas mal, été ouais. totalement convaincu, mais je vois aussi des bonnes choses. Je pense que c'est un joueur qui doit encore progresser, qui doit encore améliorer son niveau, mais disons que je le connais pas assez pour être limitant quant à ses capacités de progression, à l'inverse d'un AD qu'on voit depuis des années et qu'on ne voit pas ou peu progresser. Ou alors en tout cas quand on le voit progresser, ça dure 3 semaines et puis il retombe dans ses travers assez rapidement. Donc oui, plutôt convaincu, envie de l'être de toute façon pour ce qui est des recrues défensives. Mais j'imagine qu'on va en parler. Moi, ce que j'ai surtout aimé sur ces 2 matchs, c'est l'état d'esprit, quoi. Ouais, un état d'esprit, on en a quand même un petit peu parlé, l'état d'esprit offensif et cette envie de toujours marquer plus, ça a été important. On est obligé quand même de parler des quelques autres individualités qu'on a eues sur le terrain ce week-end. Il y a quand même eu quelques joueurs qui ont un peu crevé l'écran. On a vu beaucoup passer Jabert. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Dufus pour sa première mi-temps, est-ce que pour vous il y a quand même une belle surprise et il y a potentiellement moins de stress peut-être allez, je vais lâcher le mot, moins de stress à se dire que si on perdait Stassin on aurait peut-être quelque chose derrière. Est-ce que toi Tim pour finir sur les recrues, tu as été convaincu par ces deux-là? Bah, j'ai été forcément convaincu par la première mi-temps de Dufus, d'autant plus que je l'avais vu contre Cagliari et j'avais vu un joueur totalement emprunté. Ouais, c'est pas le même joueur, j'ai l'impression que c'était pas le même Ah joueur. non, c'est pas le même joueur. Ah non, c'est pas du tout le même joueur. Enfin, contre Cagliari, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Enfin, je comprenais pas. En plus, sur le match qu'on a vu, hein, encore une fois, sur un match, on pouvait pas tirer d'enseignement. Je lui voyais pas de qualité, alors que là, sur la rencontre face à Rodez, Ça joue je l'ai vu vite. mobile, je l'ai vu chien fou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à vouloir mordre dans tous les ballons, à tenter des appels, faire des appels même s'il n'était pas servi. Cette finition sur le but qui marque dans la profondeur là. Bah, elle est magnifique. Donc voilà, très enthousiaste de ce que j'ai vu ce week-end. Évidemment, on va être pondéré et attendre que ça se confirme. Mais très enthousiaste quant à Dufus. Jabert, j'ai trouvé pas mal. Et c'est pareil, je l'avais vu notamment contre le PFC en match amical et je m'étais dit, ouais, bon, ok. C'est peut-être bien la preuve que ces amicaux de début de saison nous offrent des enseignements extrêmement limités, en fait sur les profils individuels et également sur l'état d'esprit de l'équipe. Donc oui, pour ces 2 joueurs-là, plutôt satisfait. Et puis, il y a un point sur lequel je voudrais appuyer parce Vas-y. que c'est pas fréquent. Moi, quand David Ashvili a commencé à dire qu'il voulait se barrer, au regard de l'état d'esprit général qu'on a pu observer du personnage l'année dernière, qui est un bon joueur de football, mais bon, voilà, qui parfois est un peu perso, je me suis dit, lui, il va vraiment me pomper l'air. Euh, à Laval, il fait une très bonne rentrée. Ouais. Et je trouve qu'il fait un match collectivement très correct contre Rodez. Il est dans l'expression collective très aboutie de l'AS Saint-Étienne contre C'est Rodez. clair. Et j'apprécie, quel que soit ce qu'il pense intérieurement et quelle que soit sa volonté, j'apprécie les joueurs qui ne le font pas transparaître sur le terrain. Mm. Parce qu'on a vu trop de fois des joueurs en guerre, entre guillemets, même si on a bien compris qu'à l'AS Saint-Étienne, on n'en était pas là, mais en tout cas en désaccord avec leur direction, le faire ressentir sur le terrain. Eh ben, lui, à Laval, il est rentré avec le mort aux dents et Ouais, c'est vrai. contre Rodez, il a joué le jeu. Il a joué le jeu.
Alors, c'est peut-être aussi dans son intérêt pour recevoir des offres, mais peu importe. Il le fait bien. Et bah voilà, même si je suis un peu agacé par la position initiale, je suis assez content d'observer ça. C'est vrai, on peut largement présumer, de toute façon, même de tous les potentiels cadres qu'on peut deviner de cet effectif, que les partants, ou du moins ceux qui veulent partir, Stassin, Davetashvili, auraient de quoi s'amuser, en tout cas avec un effectif qui joue autant à l'offensive dans une Ligue 2 qui, selon beaucoup, est peut-être une des plus faibles qu'il y a eu ces dernières années. Avant de te donner, Hervé, la parole sur les recrues et les individualités, je veux quand même qu'on reparle du chat, parce que le chat est hyper actif ce soir et je vous en remercie. Et je vois plein de choses intéressantes et Colin les a sûrement aperçues aussi. Et ça a beaucoup de satisfaction dans le chat quant à l'effectif de l'ASS. Certains, comme Olex sur YouTube, évoquent qu'on a une meilleure équipe en Ligue 2 qu'en Ligue 1. D'autres qu'on a une équipe du bas de tableau de Ligue 1, qu'on a une meilleure équipe que l'année dernière. Que selon Bachou aussi sur YouTube, que Ferreira c'est minimum 7 après la prestation de ce samedi, que Hanan est très offensif, qu'il apporte beaucoup plus que Petro. Après, à voir défensivement, sur ce poste-là, il manquerait peut-être un arrière-gauche expérimenté, car Traoré serait trop juste pour la Ligue 2, explique Kevin sur Twitch. Yanis sur YouTube évoque qu'au niveau défensif, il a bien aimé Chico Lamba, Ferreira et Hanan également. Donc voilà, beaucoup de satisfaction du côté du chat. C'est intéressant de voir quand même que tout le chat se dit qu'on a une meilleure équipe cette année que l'année dernière. Et finalement, c'est un peu frustrant de se dire que tout cet argent dépensé sur le mercato estival, on n'a pas été capable de le mettre l'hiver dernier. C'est clair, c'est clair. Et tu sais que j'ai vu quelques effectifs de Ligue 1 ce week-end, je me suis dit qu'on n'avait pas non plus grand-chose à leur envier cette année. Moi, j'étais sur Auxerre-Lorient C'était pas pour le fameux. boulot. Ouais, il y a un certain nombre de joueurs à Saint-Etienne que Lorient aimerait bien avoir. Et même Auxerre, qui a une équipe un peu plus solide, Oui. il y a 2-3 Stéphanois qui auraient leur place, oui. On peut comprendre la voix résignée du coach de Rodez après le match qui a tout simplement confessé qu'il n'avait pas pas le même groupe et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais ce groupe, on va en parler encore un petit peu. Hervé, sur ce match, on a parlé de Jabert qui a fait un gros match, de Dufus. Si tu veux en dire quelque chose, tu peux, mais j'aimerais aussi qu'on mette un peu les projecteurs sur Augustine Boaquier qui fait un début de saison assez, on va dire, inattendu. Du moins, c'est pas sur ces aspects-là qu'on l'attendait. Il en est déjà, si je dis pas de conneries, à 3 passes décisives en 2 matchs. Il a l'air d'être au cœur du jeu. Et un but. Dans un but, dans un rôle de faux neuf assez souvent. Mais il est aussi allé sur les côtés. C'est pas le Boaquier qu'on a vu l'an dernier, quoi. C'est un mec qui a l'air de prendre une autre dimension en Ligue 2. Bah, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que Boaquier, sur le peu qu'on en a vu la saison dernière, pour faire simple, c'était un petit peu le pendant de Davidashvili à gauche, c'est-à-dire un joueur un petit peu bord de ligne, qui va percuter, qui va dribbler, qui va vite. C'était un petit peu l'image qu'on en avait, ou en tout cas ce qu'on attendait du joueur. Et là, sur les 2 premiers matchs de la saison, on s'aperçoit que c'est un joueur qui est beaucoup plus fin tactiquement et techniquement que ce qu'on pouvait penser. Moi, je le trouve en 1 contre 1 plutôt assez peu à son avantage. C'est là où je l'attendais, moi, en fait. Je me disais, c'est un joueur qui va percuter, qui va dribbler, qui peut éliminer. Ça, au final, il peut le faire, mais pas tant que ça. Mais par contre, je parlais de QI foot tout à l'heure pour Bernauer. Lui, on voit bien sur les passes décisives qu'il fait. Alors, sur le but de Cardona, c'est une passe, c'est un petit peu le contre-éclair, c'est-à-dire ça part du gardien, ça arrive dans ses pieds, il remonte 15 mètres de ballon et derrière, il envoie Cardona au feu qui concrétise. Par contre, sur le but du Zuricho, il est pas très loin du départ de l'action et puis c'est lui qui met la dernière passe à une touche de balle. Et on voit que tactiquement parlant, le mec est plutôt à son aise. Donc oui, plutôt agréablement surpris. Je te dis, moi je pensais à un mec plutôt percuteur, dribbleur. Et en fait, à l'arrivée, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, ce qu'il dégage
que ce soit sur ses 3 passes décisives depuis le début de saison et son but, on s'aperçoit que ce n'est pas un numéro de soliste sur lequel on pouvait l'attendre. C'est plutôt quelque chose qui a une œuvre collective, en fait, qu'il arrive, lui, à sublimer. Donc, ouais, agréablement surpris par ça, ouais. Ouais. Tu l'as bien aimé, Tim, toi aussi, Boaké, depuis le début de saison. C'est difficile de dire non, tu me diras. Mais... Oui, forcément. C'est un joueur qui est à l'aise. Mais moi j'avais plutôt aimé en Ligue 1. Hein. Ce qu'on avait vu en Ligue 1, j'avais plutôt bien aimé. Donc j'écartille pas les yeux. Et voilà, à un étage en dessous, je suis pas complètement surpris. En tout cas, s'il confirme ce que j'avais bien aimé en Ligue 1, je suis pas complètement surpris qu'il puisse s'amuser un peu. Voilà. Après, il y a que 2 matchs, on va pas s'emballer. Mais ouais, ça fait du bien d'avoir un joueur intelligent. Et je pense qu'avec Ben Holt, on en a au moins 2. Et je pense qu'avec Stassin, avec Tardieu, on en a 3 ou 4. Ça fait du bien d'avoir des joueurs intelligents dans l'effectif. Ça aussi, c'est un point sur lequel j'ai souvent pointé du doigt la S Saint-Etienne. Je pense que Ferreira est de cela. Anan aussi. J'ai souvent pointé l'effectif de la S Saint-Etienne pour son manque de bulbe. Et là, ça fait du bien, ouais. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait résumer au final ce débrief. Ça fait plaisir d'avoir ce week-end de football. Un dernier point sur le chat, et messieurs, après je vous laisserai réfléchir si vous avez un dernier truc que vous voulez dire sur ce match, et puis après on passera au prochain. Colin, est-ce que tu as des nouvelles choses à nous dire sur ce provenant du chat ? Ça a dit beaucoup discuté du sujet Boaké. Par exemple, un Biblounet sur Twitch qui dit que le début de saison de Boaké, c'est pas l'ailier qui va fumer tout le monde en 1v1, mais ses déplacements entre lignes connectent énormément l'équipe. Parce que c'est ça qui est souligné, c'est son jeu dans l'axe. Certains évoquent que le joueur est un meilleur numéro 9 ou un numéro 10. Boaké est plus à l'aise en faux 9 ou en 10, évoque Thomas. Je pense aussi que la pré-saison l'a aidé à se remplir physiquement comme Mouefek parce qu'il se blesse moins. Florian, lui, a plutôt observé un joueur qui a marqué 3 buts et une passe D de manière discrète et efficace. Merci Colin. Messieurs, un dernier petit mot sur ce match ou on peut passer au très terrifiant Boulogne-Saint-Etienne ? Non, je voulais... Voilà. Si, dernier petit mot moi que je voudrais mettre. Les tribunes. Alors mais les tribunes, on va pas en parler parce que là c'est parti. Souvent quand il y a un dernier mot, Hervé, que c'est toi qui le prends, c'est souvent pour dire bravo aux supporters. Donc c'est pour ça. Non, là, honnêtement, non, moi c'est un joueur. Alors en plus, vu de la télé, j'étais pas au stade ce week-end, j'étais devant la télé. J'avoue que Jabert et Tardieu, j'ai du mal à voir qui est-ce qui touche le ballon. Alors, et Tardieu, ça c'est du coup c'est un coup de gueule peut-être sur les problèmes d'opticiens. Non, même pas un coup de gueule, mais pour dire que Tardieu, je l'ai trouvé moins prégnant sur le jeu, mais quelque part moins prégnant sur le jeu parce que les autres autour de lui ont fait le taf et que lui a été là en père tranquille, à replacer un petit peu, chose que Jabert fait également plutôt bien. Donc non, c'était juste sur Tardieu pour relever que voilà, on l'a un petit peu moins vu que sur le match face à Laval ou même sur les matchs un petit peu quand il a retrouvé une place de titulaire en fin de saison dernière. Mais au final, ça n'a pas manqué. C'est peut-être sur d'autres sortes de matchs où on reverra Tardieu un petit peu dans la lumière. Là, je l'ai trouvé assez discret. Tout ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait, mais il n'a pas fait grand-chose. Mais il n'a pas fait grand-chose parce qu'il y avait de l'activité autour de lui, parce qu'il n'a pas eu à forcer son talent dans un match où, encore une fois, on gagne 4-0. Donc, quand il y a des joueurs qui sont discrets, ne forcent pas leur talent et ne se font pas trop mal alors qu'on gagne 4-0, bon, j'ai envie de dire c'est plutôt de bon augure pour la suite, quoi. C'est ce qu'on dit, hein, c'est un milieu de terrain, quand à la fin du match, tu te dis on l'a pas vu, c'est généralement s'il a un peu plus en aspect défensif, c'est qu'il a fait un bon match. Regarde, Mouefek, tu as parlé de lui juste pour dire qu'il avait perdu une balle, Hervé. C'est ça. C'est pas si mal au final. Bon, allez, on va en parler de ce prochain match parce qu'on va quand même en passer 5 minutes dessus. Ce sera une victoire, c'est sûr, mais bon, combien ? Active Saint-Étienne Night Club. L'excès de confiance. Le prochain match. Les gars qui s'emballent tout de suite trop vite. Oh le mec.
Bon les gars, je propose qu'on fasse pas de pronostics sur l'issue du match, mais peut-être sur le nombre de points qu'on aura à la fin de la saison. Alors, non, on va quand même parler de ce match, faut pas le prendre à la légère. Boulogne qui a été... vous m'arrêtez bien sûr si je fais une erreur, parce que je suis pas expert Ligue 2 non plus. Je le deviens un an sur deux, donc à chaque fois je repère. Qui a été repêché un peu tardivement et qui du coup a été exempté de première journée. Ils la joueront plus tard et qui du coup n'a qu'un match à son actif, une défaite 1-0, et là vous allez peut-être m'aider sur contre qui ils ont perdu, je me souviens plus. Toujours est-il que ce match à l'extérieur, messieurs, on ne peut pas difficilement en attendre autre chose qu'une victoire, et encore plus avec la manière sur un club qui, à première vue, n'est pas pour l'instant armé pour jouer le haut du tableau, Tim. Oui, moi, enfin, j'attaque. Je te cache pas que je t'entends pas super bien, Kevin. Ça coupe Merde. un petit peu. Alors, j'entends bien Oui, Hervé, ça mais c'est coupe pas un très peu. grave. Je devine tes questions. Sur ce match-là, oui, Boulogne, ils ont perdu leur premier match contre Nancy, Contre Nancy. qui, à mon avis, sera pas une des pires équipes de cette saison en Ligue 2. Nancy, hein, j'entends. Boulogne, j'avais entendu leur président en interview, si je dis pas de conneries, sur RMC avant le début de la saison. Leur repêchage, il est un petit peu miraculeux, mais c'est quand même une équipe qui savait que Ajaccio était en difficulté et qui a donc un petit peu anticipé. C'est pas non plus une équipe qui s'était préparée pour le national et qui tout d'un coup se dit ah bon, bah, on est en Ligue 2, et ben on va jouer la Ligue 2 avec notre équipe de national. Non, c'est une équipe qui d'abord est, je crois, plutôt bien montée sur le plan financier, en tout cas sainement montée, sainement construite sur le plan financier, qui lui a permis d'avoir un effectif, allez, peut-être pas Ligue 2 totalement, mais au moins Ligue 2 et demi, et pas un effectif de national. Donc prudence. Après, c'est voilà, moi j'avais les nerfs, j'étais à Laval pour le match inaugural. J'avais les nerfs après le match parce que je me suis dit que si on voulait monter, bah c'est le genre de point qu'il fallait pas perdre. Donc oui, je pense que Boulogne doit faire partie des équipes que Saint-Étienne doit savoir battre si on veut s'assurer une montée sans trop tirer la langue en fin de saison et sans trop se faire peur. Si on fait le même match qu'on a fait contre Rodez, on l'emportera. Et d'ailleurs, je pense que si on fait ce type de prestation de façon régulière, on arrivera à remonter rapidement. Mais voilà, je t'entendais tout à l'heure dire que la Ligue 2 était peut-être la plus faible qu'il y ait jamais eu. Moi, j'ai un petit doute parce que oui, il y a un contexte économique en France pour les clubs de Ligue 1, pour les clubs de Ligue 2 qui est terrible. Et par conséquent, je pense que c'est toujours les échelons du bas qui prennent en premier, et on a bien vu que le marché des transferts en Ligue 2 était nul ou quasiment nul, tellement les clubs ont pas d'oseille, et c'est pas le cas de Saint-Étienne. Reste quand même que je pense qu'au fil de la saison, il faudra se méfier de Reims, il faudra se méfier de Montpellier, il faudra se méfier de Guingamp, et que y a que deux équipes qui montent, et que les barrages, on sait ce que c'est. Donc en fait, si on veut être dans les deux, il faudra remporter contre Boulogne pour retomber sur mes pieds. Bon Hervé, ce match, toi tu en attends qu'une victoire, je suppose. Et après on va Clem qui est arrivé, donc on va parler mercato, donc on va faire vite. Bah, clairement, parce que même si effectivement Boulogne a sûrement anticipé à 75% le fait d'être repêché en Ligue 2, je veux dire, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une position d'un club de Ligue 2 barragiste qui se retrouve en Ligue 1. Ils anticipent un petit peu la montée éventuelle après les barrages, etc. Mais quand tu as un écart de niveau trop grand, bah, tu fais pas des miracles. Et Boulogne, pour le coup, j'ai beaucoup de respect pour Boulogne, il n'y a pas de souci, mais clairement, ça fait partie des matchs où tu te dois d'aller gagner à Boulogne, avec l'investissement qui a été fait, avec la démonstration de force qui a été faite ce week-end, avec effectivement un premier match inaugural face à Laval où on fait 3-3, mais avec encore des joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ, qui depuis l'ont été. Là, je veux dire, tu as tout pour pouvoir enchaîner justement, rester invaincu en 3 journées, enquiller une première victoire à l'extérieur. Je veux dire, là, c'est le calendrier parfait. Il y a pas de... Pour moi, Boulogne, c'est même pas le
match piège. Voilà, je suis peut-être trop confiant, mais en tout cas, il faut que Saint-Etienne marque d'entrée de jeu son territoire sur cette Ligue 2 et se déplacer en 3e journée du championnat à Boulogne, qui a été repêché, qui n'a pas joué son premier match. Tu viens de marquer 7 buts en 2 matchs. Je veux dire, il n'y a pas photo. Il faut que les Verts l'emportent. Donc, Il faut cogner, ouais. Ouais, il faut cogner d'entrée. Et moi, je pense que oui, qu'on va gagner ce match-là. Ouais. Et on va arriver après sur le point mercato, on arrive, mon Clem, je t'ai vu arriver. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif du coup qui va être complet pour Saint-Étienne? On pense à une ligne d'attaque qui pour beaucoup est très fournie, très qualitative, mais il va falloir faire des choix maintenant. Ça veut dire que tu vas devoir potentiellement laisser des joueurs qui auraient la place normalement sur le banc. Est-ce que tu fais confiance aux gars qui prouvent depuis le début de la saison, ou est-ce que des gars comme Stassin doivent revenir et prendre la place qui leur est due, Hervé? Stassin, s'il est dans un bon état d'esprit, bien évidemment qu'il aura sa place, parce que même avec les promesses vues sur une mi-temps au final par Dufus, Stassin, on a quand même un petit peu plus de certitude par rapport à son niveau de jeu. Pour revenir sur ce que disait Timothée tout à l'heure par rapport à Zurico, Davitashvili, moi j'avais l'impression que Davitashvili, un petit peu, une sale mentalité, qui allait tout faire pour partir, qui allait trouver des prétextes pour ne pas jouer, et finalement il est titulaire, il fait effectivement plutôt un bon match dans l'expression collective, ce qui n'était pas son fort jusque-là, et à contrario l'entrée de Stassin m'a laissé un petit peu perplexe. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un Stassin qui a pignon sur rue au niveau de l'opinion publique, et qui lui par contre va faire un petit peu le caca nerveux et le boudeur, et à contrario un Davitashvili qu'on sentait un petit peu couineur, et qui lui va se mettre dans le moule du collectif. Il ne faudrait pas qu'on ait cette surprise-là. Maintenant, Stassin, s'il est dans de bonnes dispositions mentales, je veux dire, il n'y a pas photo pour qu'il attaque les matchs. Je veux dire, ça c'est clair et net. Donc après, je pense qu'on peut faire confiance à Orneland pour aligner les joueurs qui sont dans les meilleures dispositions, dans le meilleur état d'esprit, dans les meilleures conditions physiques. Donc assurément. Donc on verra. Après, il y a des signes forts qui peuvent être envoyés, par exemple à Stassin, de dire je te mets titulaire alors que tu n'as joué que 10 minutes la semaine dernière, que tu as été un petit peu transparent, mais je te mets titulaire parce que je compte sur toi. Si le joueur a plus la tête à Saint-Étienne et qu'il n'a pas envie de se montrer, il peut bien être titulaire à tous les matchs, il ne se passera rien. Donc ça dépend vraiment là, du joueur plus que du reste, quoi. Et oui, Après, Orneland, il a un luxe que très peu d'entraîneurs ont aujourd'hui en Ligue 1, en Ligue 2, mais aussi en Ligue 1. Pardon ? Non, pardon, vas-y. Ouais. Non, il a un luxe qu'aucun entraîneur n'a, c'est qu'en fait, il est dans une équipe et dans un club qui a de l'argent. Donc en fait, c'est pas rien, parce que tu te retrouves pas dans l'obligation de mettre tes joueurs en vitrine, tu te retrouves pas dans... T'es moins contraint en fait par les cacas nerveux évoqués par Hervé. Et ça, c'est quand même une chance énorme. C'est clair. Et le groupe va le ressentir à un moment, et ça met en place une saine concurrence en disant ok, tu veux pas jouer, t'inquiète pas, il y a Dufus qui fait une mi-temps de dingo, il y a des possibilités presque à tous les postes. Donc ça, c'est pour Orneland, c'est intéressant. Oui, puis le cas est quoi? On est un parfait exemple. Tu peux mettre 7 millions sur un joueur et lui dire tu restes sur la touche, même pas la touche. tu restes dans la réserve jusqu'à temps qu'on fasse appel à toi. On va quand même parler de cet instant pronostic, parce que vous savez que cette année nos chroniqueurs vont se battre sur leur réputation de connaisseurs du football autour de pronostics et non plus de questions sur la SS. Donc il va falloir, messieurs, vous y prêter. Je rappelle l'excellente prestation de Patrick Guillot, qui la semaine dernière a trouvé le bon score et le bon but, et un des bons buteurs. Sur les 4 en même temps, c'est facile de trouver un buteur, même Alex l'a fait. Mais en tout cas, il a trouvé le bon score, et ça, c'est tout à fait louable. Je rappelle que si vous avez le bon vainqueur, c'est 1 point. Si vous avez le bon score exact, c'est 3 points supplémentaires. Et si vous avez un buteur, c'est 1 point par buteur que vous trouvez. Donc on va passer à vos pronostics, messieurs. Et après, je vais vous prendre vos pronostics du chat. Donc allez-y avant qu'on donne la parole à Clem sur le mercato.
Et Tim, je te laisse la main. Qu'est-ce que toi tu vois sur ce week-end? Eh bien, j'annonce une victoire 1-3 avec un but de Cardona. Tu peux dire les 3 buteurs, comme ça tu maximises tes chances. Après, si tu penses que c'est un triplé de Cardona, ça me va aussi. Mais ça m'enlève pas, m'enlève pas de points si je me trompe. Ah non, Ok, on est sympa. alors je vais dire Cardona, Tardieu et Nadé. Oh, on a beaucoup parlé sur Nadé, pas forcément de façon positive, et tu places le Nadé buteur. Ça, je reconnais, c'était la technique du double karma. Exactement. Hervé, toi, qui tu vois l'emporter et combien? Alors, moi, je vais dire 3-0. Pour Laval, pour Boulogne, pardon, du coup. 0-3, pardon, 0-3. 0-3. Je vais mettre Mouefek en buteur et je pose un bonus pour Mouefek qui sort sur blessure et qu'on revoit que au 20 septembre. Ok. Mais il va valider son bon début de saison avec un but avant de se blesser comme d'habitude. Et les autres buteurs? Jabert, j'ai bien envie de mettre une petite pièce parce que pareil, je pense que c'est un joueur qui va continuer à monter en puissance. Et ensuite, j'ai envie de dire, alors c'est pas du tout le cœur, là, hein, c'est vraiment plus l'hypothétisme, mais j'ai envie de dire Zurico qui va lui aussi surfer sur cette Ligue 2. Ouais, faire ce qu'il a fait, que ce soit à Bordeaux ou chez nous, c'est-à-dire démarrer très très fort les saisons. Il s'est lancé avec ce but, il a l'air dans un état d'esprit un petit peu meilleur. Donc, Mouefek, Jabert, Zurico pour les buteurs. Ok, merci beaucoup, c'est noté. J'espère qu'on l'a noté en coulisses, bien sûr, puisque je n'ai pas pris la peine de le noter. Colin, le chat, est-ce que le chat est très motivé et très optimiste pour ce match? Et après, on passe à Clem qui va me détester. Très optimiste, j'ai pas vu une seule défaite dans le chat de pronostiquer, à l'image Sosigno qui dit qu'il y aura le même rapport de force que face à Rodez, face à Boulogne. Du coup, on lit sur YouTube des 3-0, beaucoup de 3-0, des 5-0 aussi de Pascal, d'autres qu'il ne faut pas s'enflammer. On pronostique Cardona et Zurico Davitashvili de buteur, Boaquier avec un 5-0, pourquoi pas, l'ouverture aussi du compteur de Lucas Tassin. Mais globalement, c'est que des victoires, pas de nuls et pas de défaites dans le chat. Merci beaucoup Colin, merci beaucoup le chat. On va passer au mercato, je sais que ça c'est quelque chose qui vous parle. Il va me détester Clem, puisque il y avait un quart d'heure qui lui était alloué. Je vais devoir lui dire que maintenant il n'a plus que 10 minutes. Et Clem, je sais qu'il en est capable de relever ce défi. Mon Clem, comment ça va? Salut Kevin, salut Hervé, salut mais... Colin, salut Timothée. Salut Clem. Mais l'émission avec Hervé, tu sais qu'on y arrive. Ça va être ma faute. Toujours un peu plus long. Désolé Hervé, je te jette sous le bus. Oh le salopard. Pire qu'un copain. Non, mais c'est pas grave. On va tenir en 10 minutes, il n'y a pas de problème, Mon Clem, les infos mercato, tu m'as dit que tu ne l'allais pas répéter tout ce qui s'était dit la semaine dernière, puisque tu fais confiance à notre auditoire pour être fidèle. Mais tu as quand même des nouvelles choses à nous dire. C'est ça, quelques petites précisions sur certains dossiers, mais dans l'ensemble, on va pas répéter non plus tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. On peut commencer du coup par les départs. Oui. Donc déjà, comme vous avez pu le lire, Larsonneur qui devrait prolonger son contrat. Après, on a 2 joueurs qui sont poussés vers la sortie, comme la semaine dernière, ils n'ont pas changé. C'est Dylan Batou-Binzika et Ivan Masson. Masson qui vit une période compliquée du coup parce que avec sa visite médicale ratée, ça va être compliqué pour lui de retrouver un club. Batou-Binzika, en revanche, il y a quelques intérêts. Pays du Golfe, la Turquie, mais il n'est pas chaud pour aller dans ces 2 destinations-là. Donc après, il faudra voir pour lui peut-être en Grèce, en Israël. Donc ça va être un dossier à suivre d'ici la fin du mercato. L'actu du jour du côté des départs, c'est plutôt Benjamin Bouchouari. Il y avait l'intérêt du Trabzonspor qui date déjà du mois de juillet, avec une offre qui avait été faite à plus de 3 millions d'euros hors bonus. Mais le dossier n'était pas allé au bout et n'ira pas au bout parce que Trabzonspor vient de signer le milieu de terrain de Bastien Inao Oulay. Donc là, l'intérêt actuellement pour Benjamin Bouchouari vient plutôt de la Grèce, du PAOK Salonique. Alors Benjamin Bouchouari là-bas, il est plan B, parce que le plan A c'est Christos Zafiris, mais le dossier visiblement de Zafiris c'est un peu compliqué.
ça patine. Donc il y a la possibilité que ça switch sur Bouchoirie assez rapidement. En tout cas, les discussions sont déjà entamées entre les différentes parties pour Bouchoirie au PAOK. Donc à suivre dans les prochaines heures, prochains jours, parce que là, c'est des discussions qui sont vraiment en cours en ce moment. Donc à suivre. Et puis après, les classiques, Stassin, Zurico et quoi, les 3 joueurs qui veulent partir. Bon, il y a différentes techniques qui sont utilisées pour partir. On a Stassin qui, jusqu'ici, a plutôt joué le jeu et qui est rentré en jeu, même si, bon, évidemment, on imagine qu'il ne s'est pas non plus pressé pour revenir. On a Zurico qui, sur la prépa, a refusé de rentrer en jeu à 2 reprises, du moins ne souhaitait pas figurer dans le groupe à 2 reprises, mais qui là, depuis 2 matchs, joue le jeu. Et on a Pierre Ecois qui n'est toujours pas présent au centre sportif Robert Herbin, qui s'entraîne individuellement et dont le retour peut-être n'interviendra pas avant la fin du mercato. Alors on imagine mal un club poser plus de 7 millions sur lui. Après, il peut y avoir l'option d'un départ en prêt avec option d'achat éventuellement. Mais voilà, ça semble vraiment compliqué pour lui trouver une porte de sortie et un club qui puisse satisfaire tout le monde. Donc on est sur un dossier malheureusement qui à mon sens du moins, ne peut un peu que mal finir. Mais on verra ça pareil d'ici les prochaines semaines. Et pour finir, on va évoquer le cas de 2 jeunes joueurs. Bon, Paul Aymar, comme vous le savez, les discussions qui sont au ralenti pour un premier contrat professionnel. Toujours pas d'accord. Le joueur qui s'entraîne toujours avec le groupe formation. Pour autant, un départ n'est pas vraiment envisagé par la direction pour ce mercato d'été. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur de l'attente tout simplement de la part de Kilmer. Les discussions vont peut-être reprendre, mais en tout cas pour l'instant c'est statu quo. Et enfin Cherfal, il y a plusieurs clubs de Ligue 2, on en parlera demain à 6h si vous voulez plus de détails, plusieurs clubs de Ligue 2 qui sont sur lui, pas que Bastia non plus, mais voilà, il y a plusieurs clubs de Ligue 2. Et le problème c'est qu'il n'est pas sûr de partir, parce qu'il a des partisans au sein du club, des gens qui aimeraient bien le voir jouer avec l'équipe A. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va en advenir, mais en tout cas, il y a des gens qui poussent pour que Cherfal ne soit pas bradé à un club de Ligue 2 et qu'il ait pourquoi pas sa chance un jour avec l'équipe première. Merci beaucoup Clem. On est d'accord, merci Tim, sur ces départs. Il n'y a pas de mec que tu veux absolument retenir. Je ne mets pas Stassin et Zurico dans la boucle, mais je parle plus pour les battus, Bouchoirie et quoi, dans la mesure où il n'a pas envie de rester. Tim, est-ce que tu es toujours là? Le micro qui n'est pas ouvert, pardon, Ah, mon pardon. micro n'était pas ouvert. Est-ce que toi, des gars comme Bouchoirie, Battu, tout ça, tu comptes vraiment plus dessus? Toi, tu as déjà parlé un peu de la défense tout à l'heure, le fait que tu voulais garder personne. Non, alors franchement, moi j'ai toujours eu l'impression que Batu Binsiké était supérieur à Nadé, mais j'ai bien conscience que c'est peut-être une vision complètement personnelle et peut-être tronquée par la bonne Coupe d'Afrique des Nations que je l'avais vu faire en Côte d'Ivoire. Et que les qualités qu'il a montrées avec la RDC n'étaient pas celles qu'il a montrées en Ligue 1 l'année dernière. Donc non, je me battrai pas pour Batu Binsika. Voilà. Masson, terminé. Ça fait 4 ans qu'il aurait dû partir. Bouchoirie, je sais pas trop. Et puis pour Ecois, voilà, je suis pas pour garder des joueurs contre leur volonté. Après, c'est peut-être aussi ça, là, avec Saint-Etienne aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir de l'argent. Ok, on a levé ton option d'achat. T'avais qu'à voir avec ton agent, en fait. Si tu voulais pas rester, fallait prévoir dans une clause dans ton contrat en disant qu'en cas de descente, tu resterais pas. Donc voilà, on est les décideurs, c'est nous qui décidons. Et puis on te réintégrera quand tu auras fini de faire la gueule. C'est une possibilité aussi. Mais sportivement, en tout cas, il n'y a aucun de ces joueurs qui me semble intrinsèquement essentiel à notre projet Ligue 2 dans l'option d'une Ligue 2 qui pourrait monter en Ligue 1 et donc d'une équipe qui pourrait être celle de Saint-Etienne, on l'espère, en Ligue 1 assez rapidement. Donc voilà, je retiens personne. Voilà, on ne retient rien si ce n'est la nuit, comme le disait le célèbre poète. Mon Clem, je vais garder le Hervé pour l'essence des arrivées, parce que Hervé, c'est un mec qui sent le football quand c'est comme ça. On pense à Dila Ouchiche. Donc, c'est ça qu'il aura le nez creux pour nous dire si c'est les bonnes pistes. Clem, est-ce qu'il y a des arrivées qui se profilent, des petits dossiers croustillants? Là, on a entendu parler des latéraux encore.
Ouais, bah alors il y a une grosse temporisation quand même de la part du club au niveau des arrivées. On en avait parlé la semaine dernière. On avait évoqué une semaine qui allait être beaucoup moins mouvementée que celle où on avait recruté Hanan, Ferreira et Stojkovic. La semaine dernière, on a eu que Dufus, mais qui était déjà arrivé en réalité depuis plusieurs semaines. Donc là, ça va être un peu pareil pour la semaine à venir. Le club qui temporise, en fait, sauf départ important, il y a pas la nécessité de recruter. Ils considèrent que il y a plus d'urgence, que les postes clés ont été déjà renforcés. Donc ça prospecte quand même à l'affût d'opportunités de marché ou de départ à compenser sur les postes de milieu offensif, enfin milieu créateur du moins, sur le poste de sentinelle. On a aussi regardé un peu pour des doublures de latéral gauche. Mais voilà, pour l'instant, rien de très concret, du moins à notre connaissance et à la connaissance des différents médias qui peuvent parler de la SSE sur le mercato. Simplement, du coup, par rapport au latéral droit, Moutaz Nefati, certains ont peut-être vu passer l'info dans la journée, comme quoi il y avait un intérêt de Saint-Etienne et même des discussions, je crois. Pour m'être renseigné dans la journée auprès de l'entourage du joueur, ouais, très concrètement, du coup, on a contacté l'entourage du joueur qui dit qu'il n'y a rien du tout pour le moment, aucune discussion. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez considérer que l'entourage du joueur dément cette information. C'est toujours ça de prix. Et Donc pour- voilà, en ce qui concerne les arrivées, ça risque d'être plutôt calme, mais on peut s'attendre à un ou deux ajustements éventuellement. Des prolongations de contrat, quelque chose à se mettre sous la dent quand même de ce... Bah, prolongation de contrat, l'Arseneur, que ça devrait intervenir prochainement, hein, c'est ce qui est prévu. Alors on n'avait pas la date si c'est 2028 ou 2029 parce qu'on nous a dit 3 ans, mais on ne sait pas si c'est 3 ans à partir de maintenant ou à partir de l'an prochain, soit la fin de son contrat. Donc on attend l'info pour ça. Mais à part l'Arseneur, pas de prolongation en vue à ma connaissance. Enfin, le club aimerait bien faire signer une prolongation, enfin un premier contrat professionnel à Paul Aymar. Mais pour l'instant, voilà, c'est les seuls dossiers en cours. Ok. Hervé, sur le sens des arrivées, est-ce que pour l'instant, tu es d'accord avec ça, qu'on attend, voir s'il y a vraiment une belle opportunité ou si on perd quelqu'un à un poste clé? Et pour l'instant, ça suffit? Bah, après, bon, il va falloir voir encore une fois, c'est l'état d'esprit des joueurs, la puissance financière qu'on a aujourd'hui nous permet peut-être d'avoir un temps d'avance dans les fameux bras de fer de fin de mercato. Et quoi, ça paraît compliqué pour revenir vers quelque chose de positif. David Ashvili, on en a déjà parlé, ça paraît plutôt bien embarqué. Stassin, un petit peu entre les deux. Moi, je reviens sur la prise de parole qui a été la seule par rapport à tous ces sujets-là de Horneland il y a 2 ou 3 semaines, qui a dit ce sont des joueurs sous contrat, ce sont des top joueurs, ce sont des joueurs qui doivent comprendre qu'on a besoin d'eux pour faire une magnifique saison et remplir les objectifs du club. Donc moi, je me range derrière ça. Les joueurs sont sous contrat, même si on sait que dans le football d'aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais on a cette liberté aujourd'hui de ne pas être obligé de vendre ou de brader ou tout ce qu'on veut. Ils ont signé un contrat, ils étaient bien contents d'arriver à Saint-Étienne il y a 12 mois, jour pour jour. Bon, voilà, s'il faut qu'ils fassent un petit peu la tête pour finalement la relever, la redresser et participer à ce qu'on espère tous être une belle saison du côté de la SSE, voilà, à voir. Mais après, là-dessus, honnêtement, on a un groupe étoffé, on a montré qu'on pouvait faire de belles choses. Donc, Ok. tout ce qui va se passer là, j'ai envie de dire, c'est que du bonus maintenant. Optimisme et opportunisme pour la fin de ce mercato. Clem, est-ce que c'est bon sur le mercato ou tu as un dernier petit truc à nous dire? Non, non, pas spécialement. C'est à peu près tout. Rendez-vous la Ce qui semaine se passe. De prochaine toute pour, façon, c'est très calme. Voilà, c'est très calme. Heureusement pour que le tu n'as eu que 10 minutes finalement. Quoi. Ouais, comme quoi Ouais, des ouais, fois c'est dans la ça. vie ça suffit. C'est ça. Merci On peut beaucoup. remercier Hervé finalement. Merci, voilà, Non, je merci. t'en prie. Merci Clem, en tout cas, c'est gentil d'être venu nous Le raconter cow-boy tout est très content d'avoir 10 minutes, lui, pour plein de choses. ouais, hein, ouais, des fois c'est même de trop. Oui. Merci les gars, merci le chat d'avoir été. On peut pas finir une émission sérieusement, c'est quand même pas possible. Non, mais c'était la petite balle. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, on n'a pas prononcé son nom une seule fois et il nous revient nous hanter quoi. Ça fait du bien. On dirait des Lyonnais avec Saint-Étienne quoi, ils peuvent pas s'empêcher de parler de nous. On va clôturer cette émission. Merci Clem, merci Colin, merci le chat d'avoir été aussi nombreux. C'était super de vous lire et de vous voir aussi nombreux sur ce lundi. Je vais laisser un petit mot de la fin à Tim, qui est notre parrain, notre invité d'honneur ce soir. Tim, est-ce que tu veux dire un petit mot à notre audience et nous tenir informés de l'où on te retrouve?
Non, il y a pas de mot particulier. Cette année, vous allez me retrouver, ça c'est sûr, parce que j'espère que je vais pas vous saouler, que vous n'allez pas trop me voir. Je continue avec la chaîne L'équipe, je continue avec RTL, je commence plus exactement avec Ligue 1 Plus, pour qui j'ai travaillé hier pour la première journée inaugurale, et puis je serai au Parc des Princes vendredi pour le match d'ouverture de la journée 2. Je continue à travailler avec des médias togolais, suisses, un petit peu de partout. Mais, je n'oublie pas la reconnaissance du ventre. Et pour ceux qui sont nostalgiques comme Colin, des années Active Radio, il y a une petite surprise qui vous attend à la rentrée avec Active Radio. Donc voilà, soyez attentifs. Ce ne sera pas du commentaire de match. Il y a des commentateurs qui sont en place et qui font un excellent travail, Anthony Verpillon et Anthony Perel. Mais il y aura une petite surprise à la rentrée sur Active Radio. Donc voilà, c'est le petit teasing. Le petit teasing, vous retrouverez peut-être Tim en lien avec Active Radio. En tout cas, on écoutera ça et on suivra ça attentivement. Au plaisir de te retrouver avec nous, Tim, cette année. Et puis, on va te suivre de loin derrière notre écran d'ici là. Merci à tous et à tous les deux, les gars. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief d'une nouvelle victoire. Et on se dit à bientôt. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Allez, les Verts, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi, Kevin.